Le malheur est un business. Un énorme business. Je voudrais que tu puisses réaliser une expérience durant cette semaine. Tu prends ton téléphone, tu choisis un réseau social de ton choix que tu préfères, sur lequel les gens te suivent le plus, et tu annonces une bonne nouvelle. Par exemple, ce lundi, tu rédiges un petit texte dans lequel tu annonces une très bonne nouvelle. Ça peut être un projet, il peut s'agir d'une récompense ou alors de toute autre chose d'agréable. Et durant la même semaine, mercredi, jeudi ou vendredi, tu réalises un autre article, tu fais un autre post, un autre statut dans lequel tu annonces cette fois une mauvaise nouvelle. Tu parles d'une situation tragique qui t'embête. Tu parles d'un malheur, d'une douleur. Et surtout, tu montres comment tu es désemparé, comment tu ne sais pas comment procéder. Et tu vas remarquer que chaque fois que tu parles du malheur, chaque fois que tu parles de la douleur, il y aura toujours beaucoup plus de personnes qui vont réagir. Hélas. Mais hélas n'est pas bien placé parce que c'est la psychologie humaine. Chacun de nous vit des drames au quotidien. Chacun de nous vit des souffrances. J'ai toujours cette habitude de dire que nous sommes tous pauvres de quelque chose. Il y a certains qui sont pauvres d'intelligence. D'autres sont pauvres de sagesse. D'autres sont pauvres de biens immobiliers. D'autres sont pauvres de ressources financières. D'autres sont pauvres d'expérience. Donc, chacun de nous est pauvre de quelque chose. On ne peut pas être riche de tout. Et parfois, cette pauvreté peut nous pousser à envier les autres. Cette pauvreté peut nous pousser à devenir aigris vis-à-vis des autres qui n'ont pas la même pauvreté, qui ont aussi d'autres formes de pauvreté, mais peut-être pas la même. Et du coup, fatalement, lorsqu'on rencontre des difficultés, lorsqu'on est frustré, lorsqu'on lit l'heure, comme on le dit au Cameroun, au point de devenir l'heure, inconsciemment, on se retrouve parfois satisfait de se rendre compte que les autres rencontrent les mêmes difficultés que nous. Parfois. On est content de voir que oui, mais finalement, je souffre, mais je ne suis pas le seul à souffrir. Je n'ai pas de travail, mais je ne suis pas le seul. Il y a aussi tel qui n'a pas de travail. Je n'ai pas de copain, mais il y a aussi tel qui n'a pas de copain. J'ai été victime d'un gourmand, mais il y a aussi tel qui a été victime d'un gourmand. Donc, pour moi, ça va. Je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux. Et chaque fois que je vois une nouvelle personne qui rencontre des difficultés, elles peuvent être supérieures aux miennes ou inférieures, mais parfois ça crée une satisfaction de savoir que l'autre souffre aussi. Je ne suis pas le seul à souffrir. Je pensais qu'elle s'en sortait mieux, cette personne, mais finalement, nous tous, nous souffrons, nous tous. Nous ne nous en sortons pas. Et du coup, ça me permet de me consoler un peu. Parfois, c'est une technique même utilisée sur le plan thérapeutique. Vous allez observer, on crée des associations de malades. Vous allez voir des associations de patients diabétiques, des associations de patients souffrant de l'asthme, des associations de patients souffrant de cancer. Mais à quoi sert ce type d'association? Ça permet d'amoindrir la douleur de chacun. Bien sûr, ça permet le partage d'expériences, ça permet d'apprendre des autres pour pouvoir mieux se prendre en charge, c'est vrai. Mais surtout, ça permet aussi d'amoindrir la douleur. Certains vont aussi dire que ça permet de se mettre ensemble pour mieux défendre nos causes,
pour pouvoir stimuler, par exemple, le gouvernement à voter des lois qui permettent de subventionner peut-être nos médicaments ou toute autre chose. Mais un autre aspect très important, c'est que ça permet de réduire la douleur. Lorsque tu vas arriver et dire que vraiment, moi, mon asthme me menace, lorsque tu vas arriver, tu vas dire que l'asthme me menace, et dans ton témoignage, tu vas dire que tu fais des crises tous les 3 mois, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont rigoler en te disant que, mais attends, toi, tu fais des crises tous les 3 mois, moi, je fais des crises tous les 2 jours. Et du coup, tu vas comprendre que ton problème n'est pas si grave que ça et tu vas commencer à relativiser. C'est la même chose avec des associations d'entrepreneurs. Lorsque tu viens dire que tu as tel problème, tu as les difficultés avec les impôts, tu as les difficultés avec la concurrence, avec la contrefaçon, ainsi de suite, tu auras quelqu'un qui va te dire que non, en fait, ton problème il n'est même pas grave. Tu peux le résoudre comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je vais plutôt te parler de mon problème. Tu vas voir que tu n'as rien. Donc, du coup, ça permet de relativiser. Et c'est donc une très bonne astuce pour l'utiliser sur le plan marketing. Utiliser le malheur sur le plan marketing parfois peut être intéressant. Beaucoup de personnes pratiquent cela. Ça veut dire que vous utilisez le malheur pour mieux vendre vos produits. Moi, je connais des personnes qui utilisent des fausses histoires de viol pour mieux vendre leurs produits, pour mieux trouver des financements pour leurs associations. Moi, je connais des personnes qui utilisent des fausses histoires de maladies pour mieux vendre leurs produits. Moi, je connais aussi des personnes qui utilisent des vraies histoires de maladies pour mieux développer leur business. Ce n'est pas seulement faux. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont réellement malades, qui souffrent réellement de certaines pathologies et qui réussissent à utiliser ces pathologies pour gagner plus d'argent. Ça veut dire en créant des mouvements, en dénonçant un certain nombre de lacunes du système sanitaire concernant leur maladie, en parlant de leur douleur, en montrant comment elles veulent militer pour que beaucoup d'autres personnes ne puissent pas être victimes de ce qu'elles sont en train de subir. Et du coup, elles deviennent un peu comme l'étendard, le haut-parleur des personnes qui souffrent de ce problème. Et c'est donc comme ça qu'on utilise le malheur, qu'on utilise la douleur, qu'on utilise la maladie, qu'on utilise la tristesse, qu'on utilise plus simplement des émotions négatives pour développer un business. Sauf que ce n'est pas toujours véridique. Ça veut dire que ça peut être vrai, comme aussi ça peut être totalement inventé pour mieux vendre. On est d'accord que si je viens, je réalise une vidéo dans laquelle je dis que je souffre d'une maladie qui est très grave. Et je commence à expliquer comment je vis le martyre depuis plusieurs années. J'ai toujours caché cela, ainsi de suite. Et qu'à la fin, je présente un projet qui tourne autour de cette maladie et dont l'objectif, c'est de permettre aux gens qui souffrent de cette maladie de ne plus en souffrir. On est d'accord qu'il y a beaucoup de personnes qui émotionnellement vont vouloir me soutenir. Parce que si j'avais juste présenté ça de manière rationnelle sans mettre en avant ce côté émotion négative, beaucoup se seraient dit, bah, attends, c'est une idée qu'on rencontre partout. Donc moi, je vous recommande aussi pour vos business de penser à créer une histoire qui tourne autour de votre activité, de vos produits, de vos services et d'utiliser des émotions négatives. On peut aussi utiliser des émotions positives, bien évidemment. Mais les émotions négatives parfois fonctionnent mieux. Pourquoi? Parce que les gens sont drivés par la douleur. Les gens aiment boire le sang des autres. Regardez sur les réseaux sociaux, les plateformes qui drainent le plus de personnes, où il y a le plus d'interactions. C'est parfois lorsqu'on se retrouve, bien sûr en Afrique, à insulter les autres, à critiquer les autres, à dénigrer les autres, à calomnier les autres. Ça draine un nombre de personnes incroyable. Mais regardez les plateformes des médecins. Regardez les plateformes des ingénieurs. Vous allez vous rendre compte que voilà, on s'en fout un peu. Mais lorsqu'on boit du sang des gens, lorsqu'on voit les gens souffrir parce qu'on les calomnie, ça fait plaisir et du coup ça fait gagner de l'argent, ça fait gagner de l'audience, ça développe l'attractivité, ça crée des camps et ces camps qui utilisent ça pour gagner de l'argent. Nous par exemple, lorsque je pratiquais le rap au début, c'est ce qu'on faisait. On créait des camps pour gagner plus d'argent. Ça veut dire que moi, par exemple, je suis Claudel, je sors une chanson. Je vois quelqu'un d'autre
qui veut aussi sortir une chanson et on décide de créer une fausse guerre. Par exemple, sur Internet. Ça veut dire que moi, je vais venir l'insulter. Lui, il va répondre. On va se clasher. Et en se clashant, chacun va parler de son projet. Moi, quand je fais le direct pour lui répondre, comme beaucoup de personnes vont venir suivre mon direct pour boire mon sang aussi, pendant qu'ils sont connectés pour suivre mon direct, moi, je passe ma chanson. Moi, je parle de mon album. Moi, je parle de ma tournée. Moi, je parle de mon concert. Moi, je parle de mes activités. Je parle du nouveau produit que je viens de lancer. Bien sûr, en tirant sur lui, en le clashant. Lui aussi, quand il vient rebondir, il fait pareil. Il parle de son produit, il parle de son conseil, il parle de sa chanson. Mais si chacun était allé de son côté uniquement parler de sa chanson sans cela, je suis d'accord que ça peut fonctionner aussi. Ça a fonctionné plusieurs fois. Il y a des stratégies pour le faire. Mais vous allez convenir avec moi que lorsqu'on crée cette friction-là, plus facilement ça génère de l'intérêt. Et ce n'est pas en un jour que cela va changer. Parce que je sais que certains vont me dire, non, ce n'est pas bien, ce genre de choses, vraiment, ce n'est pas éthique et tout ça, je suis d'accord, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à la réalité? Donc parfois, il faut prendre en compte la réalité sociale et psychologique de l'être humain et utiliser cela à son avantage pour pouvoir développer ses activités. Donc toi qui as un produit, toi qui as un service, toi qui as une activité, sache que le malheur est une stratégie que tu peux utiliser dans ton business pour pouvoir créer une histoire qui tourne autour de ton projet, qui tourne autour de ton produit, qui tourne autour de ton service. Et bien sûr, tout cela nécessite d'être discipliné. Et c'est pour ça que nous avons créé le programme Discipline 360. Donc, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques sur ce lien, tu vas découvrir nos différentes offres pour pouvoir bénéficier de notre programme sur la discipline durant toute cette année. Et ensemble, nous allons travailler pour que tu puisses atteindre tes objectifs en appliquant les émotions négatives pour mieux raconter l'histoire de ton projet et beaucoup mieux captiver les personnes qui pourraient éventuellement être intéressées et naturellement avoir plus de clients. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui, je vais partager avec toi un secret pour te permettre d'être plus discipliné. Nous sommes en 2025 et avant de débuter cette année, j'ai pratiqué quelque chose de très simple. J'ai pris un bloc-notes et j'ai décidé de noter les différents aspects clés de ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie professionnelle, ma vie spirituelle. Bien sûr, cela est variable en fonction des personnes. Et pour les différents aspects de ma vie, j'ai donc noté quels sont les objectifs que je souhaite atteindre durant cette année 2025 dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle. Ensuite, j'ai défini les objectifs spécifiques parce que tu peux te fixer un objectif général pour l'année. Maintenant, il y a des objectifs spécifiques que tu dois pouvoir définir, qu'ensuite tu vas décliner en des tâches que tu dois réaliser, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour. Une fois que j'ai terminé ce travail en décembre 2024, au début de l'année 2025, j'avais donc des tâches précises à réaliser durant tous les mois de l'année 2025 et j'ai déjà commencé à réaliser cela depuis le début de cette année. Ce qui fait en sorte que chaque matin, je me lève en général à partir de 4 heures et entre 4 heures et 7 heures, je réalise plus de 90% de mes tâches parce que c'est la période de la journée durant laquelle je suis beaucoup plus efficace. Lorsque je me lève donc à cette heure-là, en général, je travaille avec mon ordinateur et mon téléphone. Il y a des tâches que je réalise moi-même, il y a des tâches que je délègue, il y a des tâches que je supervise et bien sûr, avant de réaliser ces tâches, l'une des tâches principales consiste à contrôler ce qui a été fait la veille et définir ce qu'il va falloir améliorer aujourd'hui en plus des tâches à réaliser aujourd'hui. Ce qui fait que je sais exactement ce que je dois faire tous les jours et je le fais pour toutes les différentes dimensions de ma vie personnelle, familiale, professionnelle
et même spirituel. Sauf que ce que je viens de partager avec toi, c'est mon secret. Ce n'est pas forcément ton secret. Si tu appliques exactement ce que je viens de partager avec toi, cela ne va pas forcément fonctionner pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le fait que nous avons un patrimoine génétique qui est différent. La deuxième raison, c'est le fait que nous n'avons pas les mêmes connaissances. Nous n'avons pas grandi dans le même environnement. Nous n'avons pas développé les mêmes réflexes. Nous n'avons pas les mêmes habitudes. Nous n'avons peut-être pas le même appétit de sommeil. Peut-être toi, tu dois dormir 10 heures de temps pour être suffisamment à l'aise et suffisamment reposé pour être efficace. D'autres personnes n'ont besoin que de 3 heures de sommeil. D'autres dorment beaucoup plus en journée, ainsi de suite. Ce qui fait donc en sorte que chacun de nous est différent. Et mon secret ne peut pas être le tien. Ce qui fonctionne avec moi ne va pas forcément fonctionner avec toi. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé de créer le programme Discipline 360. C'est un programme qui permet de pouvoir échanger avec toi, d'identifier quels sont les déterminants qui pourraient permettre de déterminer de manière précise ce qui te permettra d'être plus discipliné et ensuite de t'accompagner dans le chemin de la discipline qui va te permettre d'atteindre tes objectifs durant cette année 2025. C'est un programme qui se déroule en 2 phases. Dans la première phase, tu bénéficies de 2 vidéos dans lesquelles je parle de la discipline et de la gestion du temps qui font plus de 4 heures de temps. Dans la deuxième phase, tu reçois un guide que j'ai rédigé spécialement pour te permettre de pouvoir identifier les déterminants qui te permettraient d'être plus discipliné. Et dans la troisième phase, qui est une phase bonus pour les personnes qui souscrivent à l'offre VIP, je t'accompagne durant toute l'année 2025 pour te permettre tous les jours de réaliser ce que tu dois réaliser afin que tu puisses atteindre ton objectif. Parce que, comme je le dis toujours, le talent s'arrête là où la discipline commence. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques sur ce lien, tu vas découvrir dans ces différentes offres qui vont permettre à ce que je puisse t'accompagner durant cette année 2025 pour te permettre d'être plus discipliné. À très bientôt. Clique sur le lien et ensemble, nous allons trouver le moyen par lequel toi aussi, tu trouveras ton secret qui te permettra d'être plus discipliné et d'atteindre tes objectifs.